Salut, alors aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose qui est assez méconnu sur les MOSFET et qui est lié en fait à la manière dont ils sont faits, c'est-à-dire cette fameuse quatrième broche que en fait tous les MOSFET ont mais qui n'est pas forcément disponible lorsque on l'a. Quand on achète des MOSFET en général il y a trois broches, mais en fait il y en a une quatrième et on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment et à quoi elle peut servir et dans quelle situation en fait elle est très pratique. Malheureusement, c'est pas toujours disponible, même souvent ça ne l'est même pas, et ça limite un certain nombre de cas qu'on pourrait résoudre facilement grâce à cette quatrième broche. Alors on va regarder déjà un petit peu comment un MOSFET fonctionne. Alors, un MOSFET, c'est un simple transistor qui fait partie de toute la famille des transistors à effet de champ. Alors ils ont tous en commun quelque chose, c'est qu'un transistor à effet de champ, là je le symbolise par un rond parce que chaque famille de transistors à effet de champ a sa symbolique, mais ici, quel que soit son type, on a une grille de commande, on a une source et un drain. Le courant circule entre drain et source, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, selon la polarité du transistor. Et ce qui module ce courant, c'est la tension qui est entre grille et source, positive ou négative selon les types de transistors. Ça, c'est commun à tous les transistors à effet de champ, quels qu'ils soient. Donc, nous, pour les MOSFET, on va retrouver de toute façon cette chose. Donc c'est pour juste introduire ce que je vais utiliser après. Alors les MOSFET, il y en a deux familles. Dans toute la famille des transistors à effet de champ, on a les transistors à effet de champ à jonction, les JFET, que j'ai déjà fait, donc on a les canal N et canal P. Et dans les transistors MOSFET, métal oxyde semi-conducteur, on a deux familles, ceux à appauvrissement, ou à déplétion, on dit à déplétion aussi, c'est un anglicisme, ou enrichissement. Enrichissement qui existe en N et P, et déplétion, pourquoi, je ne sais pas, ça existe qu'en N. Alors que rien techniquement empêche que ça existe en canal P, mais personne n'en fait. Cette famille, en fait, elle est assez artificielle, elle n'existe que parce que la fabrication n'est pas la même. Mais en fait, on sait passer de l'une à l'autre d'une manière graduelle sans difficulté, on sait faire les deux. Simplement, en résumé, à VGS égale 0, ici, on est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant qui circule entre drain et source. Alors qu'ici, à VGS égale 0, on a un courant qui circule, qu'on appelle IDSS. Et donc voilà, c'est la différence, c'est que à déplétion, il y a un courant qui passe quand grille et source ont le même potentiel. Enrichissement, ça passe pas. Et on va voir pourquoi d'ailleurs, on va voir tout de suite dans la structure pourquoi c'est comme ça. Mais on s'est passé de VGS égale 0 avec en fait ici, on va avoir un IDSS égale à 0 en fait. Mais on s'est passé graduellement de n'importe quelle valeur. Donc en pratique, il y a un continuum entre les deux familles. Donc, on va voir pourquoi simplement au niveau de la structure interne. Alors, pour rappel, le transistor à jonction, effet de champ à jonction, c'est juste un barreau. Je vais prendre des canal N pour tous mes schémas, ce sera plus facile. J'ai un barreau N. On rentre ici, on va dire, on a le drain, on a la source. Ici, on a un bloc semi-conducteur P et on a une jonction PN. Et ici, on a la grille. Donc ici, on n'a pas de courant qui circule si on a une diode, parce que là, on a vraiment une diode. Un transistor à effet de champ à jonction, c'est qu'une diode. Il n'y a qu'une seule jonction PN. Et donc, on fait telle sorte que cette diode, qui est comme ça, positive, comme ça, on fait telle sorte que de toute façon, elle est toujours à une tension en dessous des deux électrodes. Elle n'a pas le droit de passer, c'est-à-dire que ici, le VGS, pour un canal P, VGS doit toujours être inférieur à 0,6 volts, ou même en fait inférieur à 0 volts. Disons pour éviter que la diode passe. C'est la seule contrainte, mais il n'y a qu'une jonction, et c'est en fait le fait que ce VGS soit inférieur qu'on va ici on va se retrouver avec une zone dite de déplétion qui est isolante. Mais en fait, ces zones de déplétion vont moduler le courant qui va circuler dans le barreau. Donc c'est un système très simple en soi, il y a une jonction, et voilà. Et on utilise cette zone de déplétion comme outil de modulation. Et c'est cette zone de déplétion qui isole la grille du reste. Elle a double emploi. Le MOSFET n'est pas du tout utilisé de la même manière. Le MOSFET est plus compliqué. Alors,
le MOSFET, la première chose qui est très différente, c'est que drain et source sont séparés. Ce n'est pas un barreau comme l'autre. C'est deux blocs, ici canal N, séparés. Et c'est noyé dans un bloc canal P qu'on appelle le substrat. Alors ce substrat, ou core, ou body, ou bulk, enfin il y a plusieurs noms, c'est substrat. C'est en fait impose qu'il y ait deux jonctions. Il y en a une là, hein, ici le substrat ici on est P, donc on a une diode ici et une diode là. On a deux jonctions, donc c'est très différent. Et en fait, le courant, on va essayer de le faire passer de là à là. Ou selon, ici, on est dans un canal N, donc on va aller de drain vers source. Normalement. Mais on va voir que c'est plus général que ça. Alors comment ça se passe? Au-dessus, on va mettre une électrode, qui est en fait la grille, qui est une électrode métallique, hein, séparée par un isolant, qui est en général, on va dire de l'oxyde de silicium, SiO2. Mais en fait, la grille, c'est un bout de métal qui est juste en contact, mais séparé, isolé. En gros, ça forme un condensateur avec le substrat. Voilà. Mais il y a une isolation électrique. En fait, cette isolation remplace la zone de déplétion dans le cas du transistor à effet de champ, à jonction. Là, elle est de fait. Alors comment ça marche? On va prendre le canal N, on va mettre la grille qui est positive par rapport à la source. Comme toujours, hein, la logique c'est toujours VGS qui impose le truc. Là, ce qui se passe ici, c'est que comme ici on se retrouve à un potentiel positif, en fait ça aura tendance à tirer des électrons ce truc en dessous. Parce que c'est un condensateur. Donc quand on met une plaque à un potentiel, on va avoir l'opposé de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller, par effet électrostatique, prendre des charges ici. On est dans des substrats, enfin pas des substrats, des semi-conducteurs N, donc avec des électrons mobiles qui traînent et qui vont être attirés. Et donc ici, il va se créer une zone avec des électrons qui viennent de ces deux semi-conducteurs N. Et donc en fait, ça crée une zone N. Et ça va relier les deux blocs qui deviennent en un seul monobloc N. Et ça va devenir un peu comme le transistor à jonction, à effet de champ à jonction, un système avec un barreau N où le courant peut passer et c'est piloté par une grille isolée. Voilà. Donc, cette grille étant isolée, elle n'a pas la contrainte du 0,6 volts due au fait que ce soit une diode dans l'autre cas. Elle peut avoir des valeurs quelconques. Bien sûr, pour ici, des valeurs en dessous de 0, ici, il n'y aura pas de canal de créé. Par contre, pour des valeurs supérieures à 0, il va y avoir un canal qui est créé. Mais rien n'empêche la grille d'avoir genre moins 5 volts. Si 5 volts, ça permet d'avoir le courant à fond, on peut avoir moins 5 volts, c'est plus que bloqué. Mais rien n'empêche d'avoir des grilles qui ont des valeurs opposées. Valeurs négatives, positives, parce que c'est un isolant et non pas une zone de déplétion. C'est ça l'intérêt. Donc ça, c'est le fonctionnement d'un transistor à enrichissement. C'est-à-dire qu'au démarrage, il n'y a rien ici, donc il ne passe pas. Et c'est à partir du moment où on met une tension de grille positive, on crée un canal d'électrons aspiré de ces deux zones-là, et ça crée une zone N. Voilà. Dans le canal P, c'est à l'envers, c'est des trous qui vont se former. Alors, la version à enrichissement, c'est ça. Maintenant, la version à déplétion, simplement à la construction, on a déjà créé un canal N ici. On a créé un semi-conducteur canal N qui vient toucher les deux blocs N, drain et source. Donc on a déjà une conduction lorsque la grille est à 0. Donc, et cette zone-là, on peut la faire de absente jusqu'à une certaine valeur. C'est pour ça qu'on peut faire tout un continuum de possibilités de valeurs d'extinction. Donc ici, l'extinction, elle est à 0 volts dans le cas enrichissement, mais à déplétion, en fait, il faut une tension négative de grille pour vider cette zone-là de ses électrons. Donc on est obligé d'avoir... Voilà. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Mais il y a une chose qui est importante ici, c'est qu'il y a des diodes, là, par construction. Donc, cette zone P, là, elle peut pas flotter en l'air parce qu'elle est impliquée dans le fonctionnement de tout ça.
Donc la zone P, elle est obligée d'être reliée à un potentiel quelque part. Hein. Elle sert, parce qu'elle sert d'endroit où on crée une zone avec un champ électrostatique, des charges, etc. Donc elle ne peut pas flotter toute seule. C'est pas possible. Donc elle doit être forcément reliée à un potentiel quelque part. Donc en fait, il y a un quatrième fil. Il y a un quatrième fil, et c'est par construction que ce quatrième fil existe. Alors, dans 99,99999% des cas, ce fil il est relié à la source. Alors ça implique quoi? Il n'est pas disponible par l'extérieur. Ça implique que cette diode-là, elle est court-circuitée. Donc elle n'existe plus. Ça implique juste que cette diode-là existe, toute seule. Ça implique donc, dans le cas N, qu'il est totalement interdit d'avoir la source à un potentiel supérieur au drain. Sinon, cette diode-là va conduire. Disons que la source soit 0,6 volts au-dessus du drain. Parce que dans ce cas-là, ben, en fait, on a cette diode-là qui va empêcher, qui va prendre le dessus et le transistor ne servira plus à rien. Donc, ça veut dire que le courant, dans le cas où on a ce branchement-là, le courant ne peut aller que du drain vers la source pour un canal N. Il ne peut pas aller dans l'autre sens. Mais si cette diode n'existait pas, rien n'empêcherait d'avoir le courant qui aille dans l'autre sens. Le fonctionnement, on va dire, du canal de conduction d'un MOSFET autorise le courant à aller dans les deux sens. Mais c'est interdit, en tout cas dans ce cas de figure, parce qu'il y a une diode parasite. Alors, les constructeurs, eux, montrent cette diode. Mais c'est plus un pense-bête plutôt qu'à une diode qu'ils ont ajoutée pour protéger le périphérique. Alors, je vais prendre la symbolique habituelle des MOSFET. Ici, il y en a deux. Alors ça, c'est lorsqu'on a un MOSFET ici à enrichissement et le cas à déplétion. On a les quatre broches. Alors, on a le substrat ici. Alors quand on ne veut pas montrer les quatre broches, il existe une autre symbolique qui est la même que ça, sauf qu'il n'y a pas la broche du milieu. Alors là, on va bien rigoler sur un aspect. Alors il y a d'autres symboliques avec des petits ronds devant, mais je ne vais pas les utiliser parce que c'est rarement utilisé. La polarité des transistors, alors quand il a trois broches, c'est facile. Ici on est en canal N, et ici on est en canal P. Exactement comme dans les transistors bipolaires. Ouais, le sens est donné par ça. Hein. Donc là c'est source G. Alors le problème c'est quand on est dans la représentation à 4 broches, celle qu'on voit le plus souvent. Ici on est en canal N et là on est en canal P. C'est à l'envers. Alors là il ne faut pas se gourer. Quand on est dans ce truc là, on est dans la symbolique inverse. Alors c'est bizarre, pourquoi ils font ça? Simplement parce que le sens est donné par la broche du substrat, cette broche du milieu là. C'est le substrat. Or, qu'est-ce qui définit le substrat? C'est en fait cette diode parasite. La flèche représente le sens de la diode du substrat. Si on a un canal N, comme ici, si je prends le transistor avec son substrat, la diode, elle va du substrat vers l'intérieur. Donc elle va comme ça. Et ça, c'est un canal N. Voilà. C'est pour ça, en fait, la symbolique à 4 broches, c'est le sens de la diode parasite du transistor qui donne le sens. À 3 broches, c'est le sens habituel des transistors à effet de champ ou bipolaires. Donc ça, il faut vraiment faire attention, ça marche à l'envers avec cette symbolique. En général, un drain est mis à part et la source est reliée au substrat. Ce qui court-circuite cette diode-là, mais laisse cette diode-là aller. Alors cette diode-là, elle est représentée par les constructeurs. Comme ça. En fait, elle existe. Elle est plutôt ici. Elle est là. Mais ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire si on ne le sait pas, c'est pas une diode qu'ils mettent, eux, pour protéger le transistor. C'est une diode qui existe par construction. C'est juste un pense-bête pour dire, attention, n'oubliez pas qu'il y a une diode comme ça. Et donc, ne mettez pas une tension de source supérieure à celle du drain. Sinon, vous allez passer par la diode et le transistor ne sera inopérant, quelle que soit la tension de grille. Et c'est ça qui est important.
Cette diode-là est juste là pour indiquer, attention, il y a cette diode parasite. C'est pas une protection, une diode de roue libre ou un truc comme ça. Ce n'est pas vrai. Et donc, contrairement aux transistors à jonction, on va dire par exemple transistor à effet de champ à jonction, où c'est inversible, on peut inverser drain et source, en fait, ils sont d'une construction en général symétrique. Le MOSFET n'est pas inversible en tant que drain et source, sa construction est asymétrique. Donc, si on change, si on le branche à l'envers, on va avoir un autre MOSFET dont on va dire le substrat sera relié au drain, si on l'a branché à l'envers, mais il n'aura pas du tout les mêmes caractéristiques. Bien penser que ce n'est pas un composant symétrique, aussi symétrique que le transistor à effet de champ à jonction. Alors, le fait de relier ça, tout le monde le fait, malheureusement, alors qu'en fait, cette chose-là limite le fonctionnement de ce semi-conducteur. Il limite à simplement des courants qui vont toujours du drain vers source quand on a un truc au canal N. Et ça, c'est un problème. Enfin, c'est quelque chose qui est limitant, c'est dommage. Alors, il existe, c'est rare, c'est assez rare, il existe des transistors à 4 broches. Malheureusement, ils sont rares. C'est dommage. Alors, c'est quoi l'intérêt? Ben, en fait, l'intérêt, c'est celui-là. Admettons, je vais prendre un canal N. Je vais le dessiner comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais prendre un canal N, on s'en fout. Donc, canal N, il est comme ça. Je vais piloter ce truc-là comme ça. Là, c'est la version traditionnelle. Mais si, moi, j'ai un transistor à 4 broches et qu'ici, je le mets à une tension, on va dire, très négative. Ici, je vais avoir une tension, une source, un drain, une grille. Ce qui va moduler le courant ici, c'est cette tension GS. Mais, si le drain est inférieur à S, mais supérieur à ça, il n'y a pas de problème. La diode, ici, ne va jamais passer. Donc, je peux utiliser le transistor avec le courant dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Tant que le drain ne se retrouve pas en dessous de ça, ici je peux mettre la tension que je veux à la limite. Je peux mettre une tension très négative, plus négative que toutes les alimentations du système. Auquel cas, je peux inverser drain et source dans un montage et je peux en fait faire un interrupteur bidirectionnel dans les deux sens. Et en plus, il peut être complètement analogique, etc. Donc c'est quelque chose qui permettrait à un seul transistor de puissance de commuter des courants dans les deux sens. Chose que l'on ne peut pas faire avec les transistors normaux. Dans les transistors normaux, si on veut faire ça, on est obligé d'utiliser des topologies de ce genre. Bon, je simplifie par exemple comme ça. On est obligé d'avoir relié 2 en tête bêche, sachant que ici, je vais avoir des diodes, comme ça, tête bêche. Donc, si le courant va dans un sens, il y a un des deux transistors, les deux vont passer par exemple, mais il y en a un des deux qui va être shunté par sa propre diode. Il y en a un des deux qui ne sert à rien, mais réciproquement dans l'autre sens. Donc on est obligé d'en mettre deux en série pour pouvoir avoir un commutateur qui passe le courant dans les deux sens. Et c'est une topologie qu'on retrouve quand on doit mettre des alimentations en parallèle, sachant qu'il y en a une ou l'autre qui peut passer au-dessus de l'une ou l'autre. Et ces montages-là servent à fusionner plusieurs alimentations ou charger ou recevoir la tension d'une batterie avec une alimentation. Et donc, on peut se retrouver avec des tensions différentes d'un côté ou de l'autre et avoir le courant qui circule dans un sens ou dans l'autre. Mais on est obligé de piloter ça. Alors, c'est plus délicat à piloter parce que il faut piloter ça dans un sens, dans l'autre, etc. Donc, on se retrouve. Alors, il y a des topologies relativement simples où il n'y a qu'une broche ici, il y a juste une résistance comme ça pour faire VGS égale 0 quand on n'a rien là. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec des temps de réaction très différents si on commute en route ou quand on éteint le système. On se retrouve avec des trucs très lents pour éteindre et plutôt rapides pour l'allumer. Et ça, c'est un problème quand on a des timings qui sont très serrés. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à manipuler qu'un système comme ça. Où là, j'ai besoin d'un transistor et il peut fonctionner dans les deux sens sans aucune difficulté, quoi qu'il se passe. Et malheureusement, c'est très peu courant. Alors, j'ai noté, il y a une paire de références. En fait, c'est Microchip qui fait ça. En fait, c'était à l'époque une autre boîte qu'ils ont racheté,
qui font des petits MOSFET. Malheureusement, ils sont petits. Ils ne peuvent pas faire de la puissance. C'est MIC 94030, 31, 50 ou 51. Ce sont des petits MOSFET avec le substrat disponible. Alors, ces trucs-là sont quand même utilisés. Mais ils ne sont pas nommés en tant que tels. Ce sont souvent appelés sous la forme de switch analogique. En fait, ce sont simplement des MOSFET qui peuvent servir de relais. Hein, ils sont notés comme ça. Mais ils peuvent accepter des entrées et sorties indifféremment des entrées et sorties avec des courants qui rentrent, qui sortent, qu'importe le sens. Ils sont symétriques, interchangeables, mais ils n'ont pas le problème du MOSFET normal. Alors, moi j'en utilise un qui est, je crois que c'est lequel c'est le D6S13 de chez Linear. C'est donné comme un switch analogique avec une résistance de contact, entre guillemets, de 0,6 ohms environ. Ce qui est très faible. D'habitude, les trucs analogiques sont beaucoup plus élevés que ça, plusieurs dizaines d'ohms, voire 100, 200 ohms. Celui-là est une exception. C'est un boîtier qui contient 4 relais. Alors, selon les versions, il y a ouvert au repos, fermé au repos ou un mix des deux. Et ça, en fait, ce ne sont que des lots de MOSFET avec le substrat séparé. Ces composants-là ont une broche dédiée, ou plusieurs broches. Il y en a une qui s'appelle VEE, qui est la plus négative, VCC, qui est la plus positive, 0 volts, et la commande, qui est du 5 volts, 3,3 volts, pour mettre en route et fermer les relais. Mais en fait, ces deux tensions-là sont données pour être la tension la plus positive du montage et la plus négative du montage dans lequel c'est inséré. C'est là où vont se brancher les substrats. Ici, la plus négative, probablement ils vont mettre les MOSFET canal N. Ici, plus positive, les MOSFET canal P, leur substrat en tout cas. Ce qui permet en fait pour chaque MOSFET qui va servir à la commutation d'avoir le courant qui rentre dans un sens ou dans l'autre. Et ces composants-là sont représentés sous la forme de relais qui sont commandés par un truc purement logique. Et on peut rentrer ici ou là, il n'y a aucune contrainte sur le sens. Si c'était du MOSFET traditionnel à 3 fils, on ne pourrait pas faire ça. Ou alors le montage interne serait beaucoup plus compliqué et même serait beaucoup plus lent parce que ce sont des montages qui sont, on va dire, plus difficiles à driver, qui posent des problèmes de timing. Alors que là, naturellement, un MOSFET à 4 broches peut circuler, il n'y a que lui à commuter et il peut faire circuler les courants dans les deux sens. Donc, eux, ils présentent les substrats comme broche extérieure, il suffit de mettre des tensions largement au-delà de ce qui circule en tant que signaux ici. Ce qui compte ici, c'est que la tension ici et là va varier peut-être de plus ou moins, je sais pas, 4 volts analogiques. Donc ici, ça va être moins 5 volts, ici plus 5 volts. Comme ça, on sera sûr que de toute façon, il n'y aura pas de problème. Et voilà à quoi sert cette quatrième broche dans ce cas de figure. Ça permet de pouvoir avoir des commutations analogiques, d'avoir des signaux qui vont dans tous les sens, sans avoir le problème de la diode intrinsèque des MOSFET habituels. Alors, je ne comprends pas pourquoi les constructeurs ne fournissent pas des MOSFET de puissance avec cette quatrième broche, parce qu'on pourrait commuter des tensions dans les deux sens et unifier, utiliser toujours le même transistor, quel que soit le sens du courant, avec ceci le truc. Alors, il doit y avoir une raison, je ne sais pas, mais je trouve que dans l'utilisation que j'en ai eu à faire, il a fallu que je commute des tensions analogiques, mais j'ai été obligé d'aller chercher ce genre de composants. J'ai voulu essayer de le faire en discret avec des MOSFET habituels, mais je suis tombé dans vraiment des schémas complexes avec des systèmes à MOSFET en série, par exemple des MOSFET comme ça, hein, avec ici, si je vais prendre un canal N, je sais pas, je vais pouvoir le prendre comme ça, après comme ça, avec les grilles reliées entre elles. Et puis éventuellement une résistance ici pour imposer VGS égale 0 pour que les deux s'éteignent. Parce que tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va se retrouver, ici ça va être comme ça. C'est ces diodes qui nous embêtent. Donc ici, en mettant en série en tête bêche comme ça, ici on a la source en commun en O2. En fait, quand le courant circule dans un sens ou dans l'autre, un des deux transistors fonctionne comme un transistor MOSFET, et l'autre c'est la diode qui fait
qui fait le pont avec le transistor qui ne sert plus à rien. Alors, ça, c'est le montage le plus simple avec juste une résistance ici qui équilibre grille et source quand il faut les éteindre. Mais le problème, c'est que ça, c'est un condensateur. La grille par rapport au reste, c'est un condensateur. Il faut injecter des charges pour le mettre en route. Il faut retirer les charges pour l'arrêter. Dans le cas d'un canal N. Ici, un canal P, c'est le contraire. Mais il faut du temps. Alors, quand on attaque et qu'on a une alimentation, qu'on voit des charges, bon, ça va vite. Mais ici, quand on coupe ça pour l'éteindre, en fait, les charges passent par une résistance ici. Et ça peut avoir des timings complètement différents. Ici, l'attaque et le repos de ce système-là est très asymétrique. Donc, ça impose ici, si on veut vraiment l'utiliser correctement, d'avoir en fait un circuit d'attaque complet. Alors, il y a des circuits qui servent à ça, qui pilotent les grilles et ce point milieu, qui des fois a un potentiel inconnu, parce qu'il est flottant. En fait, il est attaqué par des montages spécifiques. Alors ça, c'est très utilisé. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils sont obligés, à cause de cette diode, d'utiliser des systèmes série avec des étages d'attaque vachement chiadés pour pouvoir faire que ça se comporte comme un MOSFET avec le substrat qui serait indépendant et mis à la tension correcte, et on n'aurait même pas besoin de tout ça. C'est ça qui est embêtant. C'est ça qui est assez incompréhensible. Pourquoi n'utilise-t-il pas, justement, ce genre de truc? Alors, il existe. Alors, je suis tombé quand même sur un circuit de chez Vichet, qui est le SI 3831. Alors, je ne l'ai jamais essayé. Je suis tombé dessus. En fait, c'est un système de MOSFET, mais dont le substrat est piloté par justement un gestionnaire de polarisation. En fait, c'est un système comme ça, sauf que les substrats sont gérés, ils ne sont pas reliés, ils sont gérés par un système automatique qui s'arrange à ce que le courant puisse circuler dans les deux sens. Et par contre, ça, manifestement, il a une tension, il a une résistance de passage qui est de l'ordre de 0,12 ohms, qui est beaucoup plus faible. Alors, je ne me suis pas intéressé à ça en tant que commutateur analogique, mais il existe quand même des systèmes tout faits qui sont basés sur ce principe. Mais, une fois encore, pourquoi on n'a pas les composants de base disponibles? Personne n'en fait, ça n'existe pas, malheureusement. Donc voilà. En gros, le MOSFET, c'est intrinsèquement un composant à 4 broches, sauf qu'il y en a une des deux qui est reliée à la source en général pour éviter d'en rajouter. Malheureusement, c'est un compromis et ça limite les possibilités de commutation du courant dans les deux sens. Voilà ce que c'est que cette broche supplémentaire, ce substrat, à quoi il sert et quel est son impact. Alors évidemment, piloter le drain, le substrat par une tension extérieure va changer aussi les caractéristiques du MOSFET en lui-même. Donc il serait difficile d'utiliser le MOSFET en mode linéaire avec des tensions de substrat différentes, parce qu'il aura quand même des caractéristiques. Le substrat sera un potentiel, donc ça va influencer forcément ce qui va se passer au niveau du canal qui va se créer entre entre drain et source. Donc c'est en fait un système là à 4 variables. Il y a 4 électrodes, donc on a un degré de liberté supplémentaire par rapport à un transistor ou un truc à 3 broches. Donc ça rend aussi le système beaucoup plus difficile à on va dire, définir. Donc j'imagine les datasheets de composants de ce genre, s'il fallait les présenter sous la forme comme ils sont présentés pour les MOSFET à 3 broches, on aurait des tableaux beaucoup plus compliqués avec des réseaux de courbes par valeur de tension de substrat. Donc ce seraient des composants plus difficiles à manipuler a priori. Mais en tant que commutateur, commuté, ça pose pas de problème, et d'ailleurs c'est utilisé. Mais c'est utilisé dans des systèmes, à quelques exceptions près, mais je ne sais pas qui les utilise. Voilà. Donc voilà, c'était une vision un peu plus, on va dire, confidentielle du comportement des MOSFET, avec ce substrat qui est une espèce de curiosité, mais qu'on ne peut pas éviter.